Donc bonjour à toutes et à tous d'être venus ce soir pour écouter notre table ronde, nos invités qui vont parler de design et en particulier, enfin surtout des conceptions. C'est autour du thème mobilier, deux points. Quels sont les leviers clés pour éco-concevoir? Et donc ce sujet-là, on va le faire, on va le développer avec 4 témoignages, 4 représentants d'entreprises qui travaillent, œuvrent dans ce domaine. Et je vais donc les remercier déjà de consacrer du temps pour ça. Et donc Grégoire Girard, qui est ici présent, qui est donc cofondateur de Eco-Impact. Ensuite, à côté, Morgan Guyader, qui est un ancien de l'école, alumni, et qui a monté une entreprise qui s'appelle Malakio, qui présentera ça tout à l'heure. Franck Grossel, ici, qui est donc cofondateur de Instead, donc qui nous présentera aussi le travail. C'est un ancien de l'école. Et puis enfin, Benoît Amiot, directeur de la création chez Magnanime, qui est une agence nantaise qui est spécialisée dans l'éco-design. Voilà. Donc, et puis moi, Jean-Luc Barassin, j'ai oublié, je suis expert en design durable à l'école de design. Donc, pourquoi ce sujet-là? Eh bien, tout simplement, Grégoire est venu nous rencontrer à l'école il y a quelque temps et on a trouvé un sujet commun qui était justement autour de l'éco-conception et en particulier autour de l'éco-conception dans le domaine du mobilier. Pourquoi? Tout simplement, première des choses, c'est que l'école aujourd'hui, dans son projet académique, dans son enseignement, a placé le design durable au sein vraiment du développement et de tout l'apprentissage sur les 5 ans et qui démarre cette année de manière assez forte. Et donc l'éco-conception fait partie de ces enseignements. Et puis aussi un autre sujet qui rentrait un peu en commun, c'était sur les attentes au niveau, on va dire, sociétal. De plus en plus, la consommation engagée se développe, se déploie sur beaucoup de sujets. Et le domaine du mobilier en fait partie. Les gens veulent acheter des produits qui soient fabriqués avec un minimum d'impact. Et puis enfin, il y a un autre sujet, un troisième argument, mais ça c'est plus le sujet de Eco-Impact qui le voit, lui, comme une échéance. 2025, la loi climat et résilience va obliger les producteurs à fournir des informations sur la conception et l'éco-conception de leurs produits. Enfin, je laisserai la parole à Grégoire sur ce sujet. Donc voilà pour ces raisons que nous avons souhaité faire cette conférence. Et nous avons aussi, avant de laisser la parole, j'ai souhaité, étant donné qu'on est une école, faire juste une petite minute de cours. Si je ne pouvais pas faire autrement. Voilà. La première minute, c'est déjà de définir ce que c'est que l'éco-conception, parce que tout le monde en parle, mais on ne sait peut-être pas vraiment de quoi on parle. Et donc là, c'est une norme déjà. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est fait référence. Cette norme, c'est une norme qui s'appelle ISO 14006 et définit l'éco-conception comme une approche méthodique qui prend en considération les aspects environnementaux du processus de conception et de développement dans le but de réduire les impacts environnementaux négatifs tout au long du cycle de vie du produit. Et ça vient du pôle d'éco-conception qui est une référence, une institution française dans le domaine. Donc en gros, c'est dès la création, dès la conception que l'on peut intervenir sur cette dimension-là. Et donc il est nécessaire justement au stade du design d'amener une réflexion autour de ce sujet. Alors on parle de cycle de vie, et cycle de vie c'est quoi? Et vous le voyez affiché aussi, il restera pendant toute la conférence, toute la table ronde. C'est une boucle qui se ferme ou qui ne se ferme pas, ça dépend, mais qui commence au niveau de la matière première, c'est-à-dire la matière qui est nécessaire, qui est extraite du sol ou qui est prise dans le domaine de la biomasse pour faire des produits qui sont fabriqués par des process industriels ou artisanaux. Ensuite, de la logistique, du transport, ça peut être du bateau, de l'avion,
bref, des déplacements pour emmener le produit vers un centre de distribution qui lui aussi peut générer des impacts, qui peut être un magasin, un site internet, bref. Et puis des usagers. On oublie un peu parfois, mais les usagers sont aussi porteurs d'un impact à l'usage. Il suffit d'avoir à laver un vêtement ou utiliser une voiture, ça produit un impact. Donc il faut le prendre en compte. Et ensuite, fin de vie, et probablement, dans certains cas, la possibilité d'une valorisation sous la forme d'un recyclage. Voilà donc du berceau jusqu'au tombeau, comme on dit, pour un produit. Toutes ces étapes, et voilà, on va au cours de la discussion parler de tout ça. Voilà, j'en dirai pas plus ce soir. Aussi pour vous dire que l'éco-conception, aussi un dernier rappel, c'est contre-intuitif. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous pensez que comme ça, au niveau du nez, ça va passer, eh ben, vous découvrez dès que vous faites des calculs que ça ne passe pas. Donc on en discutera encore tout à l'heure. Ça nécessite un calcul pour pouvoir être capable de justifier qu'on a fait une démarche d'éco-conception. Voilà, je vais passer maintenant la parole à nos invités. Et la première des questions, la première des choses, c'est déjà de vous présenter les uns après les autres. Donc je vais proposer à Grégoire de se présenter. Je crois qu'il a apporté quelque chose pour se présenter, parce que j'ai demandé que chacun apporte un objet pour expliquer ce qu'il fait. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis Grégoire Gérard, je suis fondateur d'Eco Impact. Alors nous, moi, je suis originaire d'Angers, mais on est basé à Marseille. Mais on est spécialisé dans le secteur de l'ameublement. Donc on se balade sur toute la France. On a pas mal de personnes avec qui on bosse dans le coin. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on aide les fabricants ou les distributeurs à comprendre l'impact de leurs produits. Donc on les aide à remonter la chaîne de traçabilité, comprendre quels sont leurs sous-traitants, comment sont composés leurs produits et quel est l'impact environnemental de leurs produits. À deux fins. Une première fin qui peut être d'éco-concevoir des produits futurs. Donc pour éco-concevoir, il faut comprendre d'où on part, c'est le point qui est important. Et on a une partie de nos équipes qui aide à l'éco-conception. Et la deuxième chose qui vous parlera peut-être plus, c'est qu'on a une réglementation qui arrive en France, la loi Climat Résilience, à partir du 1er janvier de l'an prochain. Sur le textile et la nourriture, vous verrez apparaître comme les Nutri-Score des éco-scores sur le textile et la food. Et l'ameublement est le secteur suivant. Et donc on fait partie du groupe de travail gouvernemental pour mettre en place l'affichage environnemental. Et en gros, la forme que ça prend, c'est une petite note de A à E. Parce qu'à la fin, quand on fait l'étude d'impact environnemental d'un produit, on a des données sur les gaz à effet de serre, sur l'acidification des sols, sur l'eutrophisation des eaux. C'est incompréhensible. Enfin bref, si on vous met ça en rayon, vous n'allez rien comprendre. L'idée, c'est que le consommateur puisse faire un choix éclairé et comparer entre eux des produits qui ont la même fonction. Donc comparer des canapés entre eux, comparer des chaises entre elles, et savoir est-ce que vraiment je fais un choix environnemental qui est bon ou pas, et sortir de juste la communication environnementale qui peut être faite par les marques. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, je vais peut-être laisser la parole. Eh bien, on va laisser la parole à Morgan. Donc bonjour à tous, moi c'est Morgan Guyader, donc effectivement je suis le cofondateur de la société Malakio, qui est une entreprise de design spécialisée dans l'innovation alimentaire et dans le recyclage de coproduits issus de la conchyliculture. Donc pour le faire plus vulgairement, c'est recyclage des coquillages à destination du design. On est une entreprise qui s'est créée depuis maintenant 3 ans, qui est située à Rezé, donc à 5 minutes d'ici. Et on a mis au point un matériau constitué à partir de 60% de coquillages. Donc je vais vous faire passer des échantillons pour celles et ceux qui l'ont pas encore vu. Certains le reverront pour la 40e fois, désolé. Et donc voilà, on fait cette entreprise où on est 7 personnes maintenant à travailler vraiment sur la conception, sur le coquillage jusqu'ici, et peut-être des variantes à venir dans les mois à venir. Très bien, merci. Eh bien, Benoît Amiot. Merci. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je voulais remercier l'école de nous avoir invités. Et je suis très content de retrouver autant de personnes sur un sujet d'éco-conception, parce que c'est vrai quand j'ai créé la société Magnanime en 2011, on était beaucoup moins nombreux à s'intéresser à ces sujets-là. Donc on voit quand même qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé.
Pour notre part, ce qui a énormément changé, c'est le sourcing des matériaux. Notre méthodologie était déjà assez en place et même si on l'affine en permanence, on a pu changer aussi nos modes de production grâce aux nouveaux matériaux qui sont apparus ces dernières années. C'est en grande partie grâce à vous tous, puisque finalement, si on peut développer de nouveaux matériaux, c'est grâce aux filières de tri sélectif et au recyclage. Voilà, donc je suis venu aujourd'hui avec un meuble que vous trouvez là-bas, qui est un nouveau produit, un nouveau concept qui permet en fait de collecter et de distribuer de la vaisselle réutilisable. C'est un projet qui s'appelle Revient, qui est soutenu par l'ADEME et aussi par la Samoa. On est en train de terminer l'expérimentation de ce projet-là, mais vous allez certainement commencer à voir de la vaisselle réutilisable qui s'appelle Revient dans différents endroits progressivement dans la ville. Voilà. Donc ça s'appuie sur une collecte avec des postiers et qui apporte la vaisselle dans des centres de lavage ou avec un lavage sur place. Voilà. Donc je vais céder la parole à mon voisin Franck. Franck. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Enchanté pour ceux que je ne connais pas. C'est toujours cool de revenir à l'école de design et de revoir quelques têtes qui sont familières. Je m'appelle Franck Grossel. Je suis ébéniste de formation, designer produit, parce qu'effectivement, je sors de l'école de design, soucieux de l'environnement, par rapport surtout au sujet qu'on va évoquer aujourd'hui, et accessoirement amateur de bière. C'est un petit peu tout ça que j'ai décidé de conjuguer pendant ma dernière année à l'école de design en 2018. Donc mon savoir-faire en tant qu'ébéniste et ma passion pour la bière pour créer Instead. Et Instead, en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est du mobilier éco-responsable, haut de gamme et fabriqué en France à partir des céréales issues du brassage de la bière. Ce qu'on appelle la drèche de brasserie. Un petit peu moins connu. Basiquement, la bière, c'est 4 ingrédients. C'est de l'eau, de la levure, du houblon et du malt. Et a priori, la bière, on la mâche pas. Et c'est en fait ce qu'on ne retrouve pas dans notre verre, qui est aujourd'hui une véritable problématique économique, écologique et logistique pour les brasseurs, et notamment pour ceux qui sont situés en milieu urbain. La volonté d'Instead, c'est donc de collecter cette matière, de la sécher, de la préparer pour la transformation. Et donc ça, on a des procédés aujourd'hui avec des partenariats qui utilisent uniquement de la chaleur fatale. Donc pareil, dans le processus de préparation de la matière, donc de la filière, on est sur quelque chose de déjà responsable, parce qu'on ne branche aucune électricité pour sécher une matière de 80% d'humidité à 5 ou 8. Ça, c'est un premier enjeu. C'était vraiment un premier enjeu, parce que quand on lance un nouveau matériau avec un nouveau cycle de collecte et de transformation, il faut penser à la filière. C'est pas comme du bois qu'on peut commander chez Dispano et qu'on a à disposition sous 48 heures. Et ça, je pense que Morgan en est dans les mêmes problématiques. Et donc, c'est à partir de ça, et en fait, à partir de la singularité du brassage de la bière, c'est-à-dire la génération de sucre pendant la première étape, qui par la suite va donner de l'alcool, et par la suite va donner un peu d'ivresse, parce que c'est un peu l'objectif aussi de tout ça. Nous, on récupère simplement une matière sucrée qu'on va faire sécher et qui va être pourvue de sucre résiduel. Et c'est aujourd'hui ça, en fait, qu'on vient faire caraméliser, comme en cuisine, par compression chauffée, et qui nous permet aujourd'hui d'obtenir un matériau composé à 98% de cette matière naturelle recyclée. Et ça, c'est notre petit défi avec Instead qu'on a amené à aujourd'hui et qui est encore en train d'évoluer avec des enjeux qui sont par rapport aux informations qu'on a recueillies sur notre marché, qui vont répondre à ça demain. Donc aujourd'hui, il y a effectivement un premier produit qui est le tabouret, parce qu'il n'y a pas plus belle histoire que raconter qu'on est potentiellement assis sur ce qu'on est en train de boire. Et j'ai ramené d'autres échantillons qu'on pourra voir après, qui sont d'une autre composition, mais qui répondent à toute autre caractéristique pour un marché complètement différent. Merci Franck. Alors maintenant que vous êtes présenté, qu'on sait un peu ce que vous faites, est-ce que vous pourriez aussi, à tour de rôle, de raconter un peu quelles ont été vos motivations pour créer vos entreprises autour de l'éco-conception ? Est-ce que c'est une opportunité, parce qu'on sent que, comme disait Benoît, il y avait moins d'intérêt il y a 10 ans qu'aujourd'hui ? Est-ce que c'est plus des aspects personnels, c'est-à-dire des engagements que vous vouliez prendre dans votre entreprise ? Est-ce que c'est des aspects réglementaires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour aller sur le marché, il faut forcément se coller à ces exigences-là ? Je vais laisser la parole à Grégoire dans un premier temps pour répondre à cet aspect-là. Quelles sont les raisons de la création de Eco-Impact ? Et puis ton histoire par rapport à ça, pourquoi c'est toi et pas quelqu'un d'autre ?
Déjà des convictions personnelles fortes, voire très fortes. On estime qu'on a notre part à prendre dans la transition écologique et qu'on doit tous y participer. Et j'avais envie d'aligner mon projet pro à mes convictions personnelles, en gros à la base. Et pour la petite histoire, j'ai lancé le projet avec une associée, Camille, qui elle est du milieu de l'ameublement. Enfin, elle était de l'autre côté de la barrière de ceux qui vendent des meubles. Et elle était chez un des leaders du secteur. Elle avait en charge de créer une collection responsable. Alors, elle était en charge de créer une collection responsable, enfin surtout de créer une collection qui, d'un point de vue marketing, paraisse responsable et permette de faire des ventes additionnelles sur ces produits-là. Ce qui l'a fait démissionner assez rapidement. Et on s'est dit, bon, ok, mais plutôt que se plaindre, on va essayer de prendre le problème par l'autre sens. Et en fait, le plus important, c'est informer mieux le consommateur. Parce qu'en tant que professionnel du secteur, on est en position de force. Donc il faut amener de l'information supplémentaire au consommateur. On est persuadé que, en gros, si on informe bien les gens, ils vont faire les bons choix, forcément. Bon, c'est peut-être un peu bisounours, mais on a l'impression que si on nous donne les clés pour comprendre, on va faire les bons choix. Et donc, on a commencé à réfléchir à comment informer au mieux le consommateur. On s'est rendu compte qu'il y avait des expérimentations qui étaient en place depuis 2017 sur l'affichage environnemental et que depuis 2017, ces expérimentations étaient globalement des réunions entre experts qui donnaient rien. Donc on s'est dit, on va le faire nous, on va montrer que c'est possible. Donc on est parti avec notre bâton de pèlerin, on a convaincu quelques marques en disant, on va faire des ACV, ça va donner un score. Et vous allez pouvoir avoir un avantage concurrentiel avec ce point-là. Et puis petit à petit, les lignes bougent et maintenant, il y a la loi qui se met en place. Donc voilà, à la base des convictions personnelles, une frustration forte de mon associé. Et voilà d'où est né le projet. Benoît, les raisons de placer l'éco-conception comme un axe important dans le développement de l'entreprise ? Eh bien, pour ma part, c'est une conscience écologique qui s'est développée petit à petit. Voilà, je suis né dans les années 70 et donc on a connu la période où on utilisait des produits pétroliers au maximum dans les années 80. On a eu du plastique sous toutes ses formes. Je pense qu'on en a même tous un peu mangé. Donc il y a eu cette saturation-là qui est intervenue assez rapidement. On a commencé à parler des problématiques des océans, enfin des gaz à effet de serre, etc. Donc ça a accéléré les choses. De notre côté, on s'est dit aussi qu'il fallait qu'on réagisse à cette situation. Et puis en tant que designer, en fait, faire mieux avec moins, c'est un challenge vraiment intéressant. Voilà, c'est-à-dire que se poser la question déjà de faire ou de ne pas faire, et puis étudier la fonction, la questionner en permanence pour éventuellement se passer de certaines fonctions. C'est quelque chose d'intéressant pour chacun d'entre nous, quoi, en fait. Voilà. Donc, en tant que concepteur, moi, je vous invite à vous engager dans cette démarche-là parce que vous allez y trouver votre compte forcément. Ok, Franck. Merci. Pour ma part, étonnamment, ça part d'une discussion de bistrot. De se dire que ce serait quand même incroyable de pouvoir créer une nouvelle matière fabriquée à partir de ce qu'on était à l'heure actuelle en train de boire. Et en fait, en tant qu'ébéniste, j'ai vu mon métier évoluer de façon différente. On peut parler du traditionnel, de la marqueterie, des techniques comme la marqueterie boule, comme des techniques de sculpture, des techniques d'assemblage et des choses comme ça. Ensuite, on est passé au numérique. On a créé pas mal de nouvelles techniques pour transformer le bois, pour créer de nouveaux assemblages, pour créer de nouvelles textures. Et en fait, à un moment donné, on a sauté un certain cap que, pour ma part, j'ai considéré comme étant le levier d'innovation et comme étant le levier d'évolution du métier d'ébéniste. C'était celui de l'éco-concevoir, de penser que l'ébéniste de demain, en fait, il a un rôle à jouer aussi, au-delà du savoir-faire, des traditions, etc., sur lesquelles on est très attaché en France, pour faire évoluer son métier et les produits qu'il propose sur un marché comme aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est qualifié de brasseur de mobilier, parce que pour nous, on a fait évoluer notre métier, donc on est un peu comme ébéniste, sauf qu'à la place de transformer du bois, on transforme une matière créée à partir de la bière. Très bien. Morgan ? Donc une création qui date depuis
quelques temps, pas si longtemps que ça. Depuis 3 ans, 3 ans. exactement, en fait, nos 3 ans dans 10 jours. Effectivement, donc ça regroupe un peu les positionnements, on en a souvent discuté ensemble. C'était un peu une certitude pour Hugo et moi de travailler sur l'éco-conception depuis le départ. Après, on n'a pas cette position, on a du mal souvent avec cette position de on va dire, designer sauveur. On va sauver le monde en tant que designer. On n'a pas cette position. Nous, quand on a lancé l'entreprise Malakio, le premier article qu'il y a eu sur nous sur Ouest France, la première phrase, c'était « Ils veulent sauver les océans ». Alors oui, mais on va pas pouvoir le faire tout seul. Par contre, c'était vraiment une vocation depuis toujours du côté de la sensibilisation. Je pense que c'est une question d'éducation, mais sensibilisation surtout par rapport aux questions vraiment liées à la mer et aux océans. Moi, je savais que je pourrais jamais travailler sur un projet qui soit totalement destructeur et qui n'ait pas de sens. C'était juste impensable. Et c'est vrai que quand j'ai proposé à Hugo, donc, qui est un ami d'enfance, qui lui avait pris un parcours totalement différent d'école de commerce, je savais qu'il était engagé sur ces sujets-là. Quand je lui ai proposé en fait, de travailler sur ce projet, lui, ça a été un peu une évidence de vouloir essayer. Nous, notre idée, c'est vraiment d'agir à notre échelle. Donc, comme je disais, pas de sauver les océans, même si on espère prendre part à ce combat. Donc c'était les motivations qui étaient vraiment de trouver du sens. Et depuis, on trouve des motivations tous les jours. Je pense que si on n'avait pas ces motivations, de toute façon, l'entreprise on aurait déjà abandonné en vue des difficultés. Mais on a vraiment cette énergie qui est poussée par le fait de vouloir faire quelque chose d'intéressant qui a vraiment un but, pas uniquement pour nous enrichir, mais qui a vraiment un but plus profond que ça. Et je pense que c'est quelque chose qui nous tient, qui anime un peu tous les quatre, ouais, je pense. Effectivement. Merci. Alors, on va dire Instead, Malakio, vous êtes des jeunes créateurs, c'est au cœur de votre entreprise. Est-ce que toutes les entreprises dans le mobilier, là je me tourne vers Grégoire, est-ce que le secteur du mobilier a cette fibre-là ou non, et sinon, pourquoi? Est-ce qu'il y a des difficultés pour engager l'éco-conception? Est-ce qu'il y a des degrés? Il y a des raisons pour lesquelles on ne va pas plus loin? Non. Donc nous, on bosse vraiment sur le secteur de l'ameublement, donc on a une bonne vision du secteur. J'aime bien dire qu'en France, quand vous achetez un meuble, il y a 7 chances sur 10 que vous ayez un meuble qui est issu de l'importation. Donc 70% de chances que le meuble soit importé. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a quand même 30% des meubles qui sont produits en France, ce qui est énorme, parce que c'est pas du tout le cas, par exemple, pour des t-shirts ou des chemises. Donc on a une industrie qui est encore existante en France de fabricants de mobilier, qui est quand même importante. Enfin, 30%, c'est pas rien. Et ces gens-là, en tout cas les gens qui fabriquent en France, on sent qu'il y a une vraie volonté de se démarquer sur ce point-là, de faire les choses bien. Et nous, les gens avec qui on bosse, on sent qu'il y a une vraie volonté de faire avancer les choses et d'éco-concevoir des produits. Parce que quand on fabrique en France, ça coûte forcément un peu plus cher. Du coup, il faut se démarquer, il faut réussir à aussi faire des choses mieux que les autres. Et après, pour tous les autres, quand on est plutôt sur de l'importation, c'est difficile parce qu'il faut remonter toute la chaîne de traçabilité, savoir d'où vient mon bois, comment est-ce qu'il a été transformé. Donc on a des vraies difficultés où là, nous, on vient apporter notre valeur ajoutée sur cette partie-là pour remonter la chaîne. Et là, pour le coup, on va dire que c'est plutôt contraint d'un point de vue réglementaire. Toutes les obligations qui arrivent poussent les entreprises à avancer sur ce sujet-là. Mais on a quand même, à l'échelle gouvernementale et à l'échelle européenne, ils se positionnent en tant que pionniers sur ces sujets-là, et les réglementations environnementales sur les informations aux consommateurs sont très fortes en France, bien plus fortes que chez nos voisins européens. Donc on sent quand même un secteur qui est dynamique sur la question, si je veux répondre rapidement. D'accord, merci. La question qui pourrait... Alors j'entends, c'est-à-dire que dès qu'on fait de l'éco-conception, on réduit, donc on pourrait avoir moins de matière à utiliser, on pourrait être plus économe, ou de trouver des process ou des fabricants plus près. Enfin, on va essayer de réduire dans tous les sens du terme. Est-ce que ça apporte... Parce que c'est compliqué. Si c'était simple, tout le monde le ferait. Donc si vous l'avez choisi, c'est probablement vous affronter à des difficultés. Est-ce que face à toutes ces difficultés, vous avez par ailleurs des avantages ou des bénéfices
que vous avez pu remarquer, constater par rapport à d'autres. Bon, Morgan, si tu veux commencer, je ne sais pas si je te mets en difficulté. Non, pas du tout. Quels sont les co-bénéfices et les avantages de faire une démarche qui n'est pas simple? Non, on a vraiment beaucoup de bénéfices à ça, beaucoup de difficultés, certainement, comme on disait, sur les questions de coûts, d'organisation ou autre. Nous, le premier bénéfice, on va dire, qu'on voit, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est déjà l'énergie. Qui est clairement vital pour un projet, c'est l'envie de faire. Donc sans ce sens, on n'aurait pas l'énergie et notre équipe n'aurait pas cette énergie. Quand donc je reparle maintenant de plus l'équipe, on arrive à embaucher des personnes dans l'équipe qui sont passionnées, qui sont talentueuses et qui viennent pas pour le gros salaire qu'ils pourraient avoir dans une énorme entreprise, mais qui viennent parce qu'ils vont trouver du sens en termes d'écologie, en termes de relocalisation effectivement du design en France, de la fabrication en France. Ils vont trouver du sens vraiment dans le côté éthique du projet. Donc ça, c'est le gros bénéfice, c'est de réussir à attirer des talents sans avoir les armes de certaines entreprises, pour ne pas en citer. Donc ça va être vraiment nous les deux principaux avantages qu'on va avoir. Après, il y a également ce côté différenciation face au marché, d'aller trouver des clients qui ont aussi du sens et qui sont attirés non pas seulement par le prix, mais qui sont attirés vraiment par l'histoire que peut raconter l'objet, de l'histoire qu'on peut apprendre à faire à l'école avec des questions vraiment storytelling pure, mais aussi de l'histoire vraiment de qui sont nos fournisseurs, qui sont nos partenaires, est-ce qu'on travaille avec EcoImpact ou pas, est-ce qu'on travaille avec vraiment des partenaires locaux ou autres, et c'est ce qui va vraiment attirer aussi la clientèle à nous choisir plutôt qu'un autre. D'accord. Donc le sens et la marque employeur qui ressurgit au travers de tout ça. Au niveau Benoît, s'il y a des avantages aussi. Oui, pour compléter, donc la question du sens, ça me paraît être effectivement le premier levier. Un autre levier qui nous donne un avantage concurrentiel, on a parlé rapidement du prix, mais effectivement, quand on va pousser tous les critères dans le sens de l'économie, on finit par gagner en performance aussi. Et ça, finalement, ça redonne de la compétitivité aussi à nos organisations. Et finalement, ça donne un avantage concurrentiel aussi au bout d'un moment quand on réussit à atteindre les objectifs. Oui, Franck, si tu veux intervenir. Merci. Je vais rebondir sur l'anecdote de Morgan parce que c'était intéressant. Le premier titre, nous, dans les journaux qu'on a eu, c'était « Ils veulent faire mousser l'industrie du mobilier jetable ». Ce qui est plutôt sympa aussi comme vision des choses. Bien évidemment, on est encore loin d'avoir, comme disait Grégoire, il y a 30% du mobilier qui est encore fabriqué en France et on n'a pas du tout la prétention de dire qu'aujourd'hui c'est la mission qu'on remplit, bien que ça soit notre combat de tous les jours, bien évidemment. Pour ma part, en termes de bénéfices et de co-bénéfices, en fait, on a un élément mesurable assez simple, c'est de voir qu'en fait, on est souvent contacté par des architectes ou des gens en fait, qui gèrent des projets dont les clients leur imposent des notions d'éco-responsabilité. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas de mobilier qui vient d'ailleurs. Et en fait, ça met un peu le challenge chez les architectes et autres prescripteurs de devoir faire la veille sur ce sujet-là, savoir ce qui existe. En fait. Mais en fait, waouh, vous m'avez demandé ça, mais j'ai jamais été chercher l'immobilier en France, j'ai jamais pensé éco-responsable, j'ai jamais. Et en fait, c'est une vraie sensibilisation à la fois des professionnels que la demande qui vient d'en bas, mais aussi pour directement les consommateurs finaux qui nous contactent aussi et qui sont en quête d'histoire, qui sont en quête d'une véritable place sociale de l'objet. Et je pense que l'histoire est aujourd'hui un des gros vecteurs de différenciation d'une marque à une autre. Je parle de Malakio et d'Instead, qui est assez facile à dissocier entre l'histoire de la mer et l'histoire de la bière. Et on a déjà collaboré indirectement sur des projets où on a nos tabourets sur un comptoir Malakio. Donc c'est plutôt des belles histoires qui se regroupent. Et voilà, la sensibilisation, en fait, pour moi, elle passe par le message qu'on porte et par ce qu'on demande de plus en plus aussi aujourd'hui. D'accord. Il y a peut-être à rajouter quelque chose. Je voudrais juste ajouter aussi, ce que tu dis me fait penser à la relation qu'on crée avec nos clients aussi. Quand on va créer un produit qui a une longue durée de vie, voire
est garantie à vie. Hein. On va entretenir avec lui aussi une relation pour changer des pièces, pour fournir des pièces de rechange, etc. Et finalement, nos clients restent nos clients pendant très longtemps. Donc ça, c'est aussi très intéressant, quoi. C'est la relation qu'on va créer avec eux dans la durée, quoi. Grégoire, tu veux ajouter quelque chose? Pas forcément. Donc, Morgan disait que c'était plutôt l'image de l'entreprise qui rejaillissait dans ça, le sens. Benoît disait c'est la performance dans le produit et puis la durabilité qui crée une confiance dans le lien avec son client. Et puis pour Franck, c'est en fait l'histoire qu'on crée par le choix de la source de matière que vous valorisez, que ça engendre une histoire, un attachement, quelque chose qui crée. Est-ce qu'il y aurait d'autres avantages pour une entreprise d'aller vers ça ou pas? Peut-être qu'on a tout dit, mais... Ouais, en tout cas, nous, l'impression qu'on a quand on bosse avec des boîtes qui se lancent dans ce sujet de l'éco-conception, à la fin, ils se disent « Ah ouais, mais en fait, si j'avais pas lancé ce sujet, j'ai l'impression que j'aurais loupé le train en marche. » Comme ceux qui croyaient pas qu'il fallait faire un site internet il y a 25 ans, comme ceux qui pensaient pas il y a 10 ans qu'on allait réussir à vendre des produits en ligne. Ils disent « Ah ouais, en fait, c'est vraiment l'enjeu qui arrive et là, je suis en train de prendre un temps d'avance important, quoi. » Enfin, il y a vraiment cette notion de prendre un temps d'avance qu'on ressent vraiment. Enfin, c'est vraiment... c'est un client qui nous a dit ça il y a pas longtemps. Si je l'avais pas fait, j'aurais eu l'impression de louper le virage du e-commerce, quoi. Donc voilà. Ok, d'accord, merci. Bien, donc vous avez, on a expliqué un petit peu les pourquoi vous faisiez ça, vos motivations, vos intérêts dans cette affaire. Maintenant, c'est passer un peu à l'étape du comment. Si vous deviez expliquer les étapes que vous devez, par lesquelles vous passez, des procédés, des choses comme ça, est-ce que c'est une chose facile? Comment vous avez... on n'arrive pas sur un produit Malakio un matin en se levant, enfin peut-être que si, mais je ne sais pas trop. Est-ce que tu peux nous expliquer par quel procédé vous êtes passé pour élaborer ce produit? Oui, non, effectivement, malheureusement, je ne me suis pas réveillé avec un processus sur une feuille à reproduire, et heureusement à la fois, parce que c'est comme ça qu'on a réussi à apprendre de beaucoup d'erreurs et qu'on a appris à mesurer et surtout à vraiment maîtriser notre processus de A à Z. Donc la façon dont ça s'est passé, c'est vraiment... je ne vous ai pas raconté toute l'histoire parce que sinon on en a pour la nuit, mais c'est vraiment au retour au Covid, retour chez les parents après une première étape entrepreneuriale, retour chez les parents, donc du temps à tuer, deux problèmes en tête, le problème de sourcer des matériaux qui soient français, durables, esthétiques et techniques, et le problème des coquillages que j'avais aperçus sur les marchés en vendant des huîtres les week-ends. Et en fait, comment ça s'est passé, c'est vraiment du temps. Deux problèmes en tête. Pourquoi garder ces problèmes et pas créer une opportunité? Et on a commencé avec Hugo, donc vraiment avec un marteau au départ, une douzaine d'huîtres. C'est un peu cliché, mais ça s'est vraiment passé comme ça. C'est un marteau, une douzaine d'huîtres dans le garage, et puis on broyait des huîtres. On a tenté, 600 méthodes de broyage d'huîtres, de tamis d'huîtres, etc. Et on a mis au point cette matière, avec un ascenseur émotionnel absolument terrible, des matériaux qui étaient parfaits, et puis au final on regardait justement un peu les questions de d'où venait la matière première, etc. On se rendait compte que c'était le maïs de Bolsonaro qui faisait travailler le matériau, donc on n'était pas OK. Donc c'est vraiment passé par beaucoup de phases comme ça. Après, ça dépend, je pense, des technologies des techniques plutôt, d'innovation. Certains vont avoir des choses très cadrées. Nous, avec Hugo, on est un peu, on casse des portes. Des fois, la porte casse, des fois, nos dents cassent. En tous les cas, on tente des choses tout le temps. On le fait encore aujourd'hui. C'est-à-dire que là, on a un matériau qu'on vend depuis 3 ans maintenant, des objets, avec un matériau qu'on vend. Mais on continue à améliorer le matériau tous les jours. Donc, on a des nouveaux processus qui arrivent. On tente des choses, on perd beaucoup de temps, mais en fait on le perd pas vraiment. On tente des choses aussi avec Grégoire, où on a perdu peut-être un peu de temps sur ces dernières semaines. Donc voilà, on tente vraiment constamment, et c'est juste comme ça qu'on va finir par avoir le matériau parfait un jour. Okay. Donc c'est une démarche créative, heuristique, qui conduit à un résultat, et ensuite, a posteriori, vous faites valider votre produit
par l'agence? Un jour. Ouais. On a discuté, mais justement, c'est vrai que c'est D'accord. intéressant aussi de discuter avec EcoImpact pour bien voir qu'il n'y a pas que le matériau qui est important dans l'éco-conception. Il y a tout à prendre en compte. C'est aussi le poids du matériau. C'est aussi, enfin vraiment, c'est le côté écosystémique qui est important dans Voilà. l'éco-conception. Ouais. Le matériau en lui-même, c'est une porte d'entrée sur un monde en fait qui est tellement vaste et sur des problématiques qu'on essaie de maîtriser jour après jour en changeant le vernis. Je sais qu'avec Franck, on a les mêmes problématiques là-dessus. On tente des vernis, on tente des process. Il y a les questions de transport, les questions de packaging, les questions de... Le matériau, c'est vraiment la partie embryonnaire du sujet et du problème. Derrière toi, tout le cycle qui fait qu'il faut essayer d'optimiser chaque étape Exactement. au moins sur celle que tu contrôles. Après, malheureusement, quand c'est l'usager, après, c'est moins contrôlable. Mais on peut aussi pas contrôler, bien sûr, l'usager parce qu'on n'est pas dans une dictature. Mais par contre, on peut vraiment réussir à induire des comportements aussi. C'est-à-dire là, par exemple, on a développé une lampe avec Studio Hameau qui est en Bretagne. Donc, on a travaillé sur les matériaux, sur tout l'éco-conception, mais on a surtout travaillé sur le cycle de vie de l'objet. C'est-à-dire que chaque pièce est démontable. Il n'y a aucune colle, il y a même pas de vis ni quoi que ce soit. Ce qui fait que l'usager, le jour où il en veut plus ou le jour où il veut réparer, soit il peut faire les changements pour lui-même, soit il peut les ramener à Malakio et on peut faire de la réparation. Et en fait, là, du coup, on va avoir aussi un impact qui, sur une seule lampe, est tellement minime, mais par contre qui commence à rentrer dans la philosophie aussi de consommation et qui va avoir peut-être même plus d'impact encore que de recycler 1 kilo de coquillage pour la lampe. L'impact est minime. Par contre, le fait qu'elle ne soit pas jetable, l'impact peut à terme devenir énorme. D'accord. Faire durer le produit. Peut-être Grégoire, comment quand on fait un procédé, on passera après aux deux autres personnes, mais comment on fait pour évaluer le résultat d'un procédé comme Morgan, parce que il tombe sur un résultat. Je disais tout à l'heure, c'est contre-intuitif. Souvent, on pense qu'on a fait bien, mais en fait, non. C'est juste à côté, on a un problème. Donc voilà, comment on évalue ça? Est-ce qu'il y a Ok, je vais essayer de ne pas vous endormir. Non, dans l'éco-conception, il y a plein de leviers et il y a des outils. Et dans l'outil principal pour l'éco-conception, c'est l'ACV, analyse du cycle de vie. Qu'est-ce que c'est ce gros mot? C'est en gros le fait d'évaluer chacun des impacts environnementaux à chacune des étapes et de le traduire en des données d'impact environnemental, donc principalement réchauffement climatique, mais aussi d'autres données sur la pollution, sur l'utilisation des ressources rares, sur l'utilisation de l'eau. Donc en gros, on va se dire à chaque étape, ok, j'ai pris ce matériau-là, quel impact il avait? Je l'ai transporté sur tant de kilomètres avec tel mode de transport, et du coup, il y a un impact qui est de temps, alors que si j'utilise moins de kilomètres et un autre mode de transport, l'impact sera différent. Et l'idée, à la fin, c'est d'agréger ça dans un résultat global. Et puis, à partir de ce résultat global, souvent, c'est la base de la réflexion. On se dit, ok, mais comment est-ce qu'on peut faire mieux? Et du coup, on va jouer sur certains paramètres. Et quand on joue sur certains paramètres, il va y avoir des effets de vase communicants et on va se rendre compte que le fait de changer de matière, ça va entraîner des transports supplémentaires, par exemple. Et on va essayer de, toutes choses égales par ailleurs, et malgré ces vases communicants, de diminuer l'impact global du produit. Voilà en gros comment on fait. C'est un travail qui est souvent fait par des ingés, donc qui est assez complexe, mais à la base, ça part de plein de bon sens. Donc globalement, il faut se former à l'éco-conception quand on est designer. Quand on est professionnel du secteur, il faut s'entourer de designers qui ont été formés à l'éco-conception. Et puis tout marche très bien. Très bien, merci. Benoît ? Bon, je vais pas revenir sur les échecs successifs qu'on a tous vécus les uns et les autres. Voilà, donc il y a un procédé itératif permanent avec de l'amélioration continue sur chacun de nos produits, enfin sur chacun des projets. Ce qui peut être ajouté aussi, c'est que il y a la connaissance, la connaissance de notre environnement qui est toujours à développer. En ce qui nous concerne, on travaille avec 80 fournisseurs dans la région et dans l'ouest de la France, et on
on tire parfois notre innovation de leurs procédés qui évoluent aussi. Donc c'est parfois avec le bon sens, en changeant un réglage sur une machine, en changeant un matériau, en supprimant une étape de fabrication. Donc et puis c'est des connaissances, c'est de la curiosité et des connaissances en permanence. Donc voilà, il y a, comme disait Morgan, une accumulation de connaissances qui fait qu'à un moment donné, voilà, par bon sens, on sait que ça c'est bien, ça c'est moins bien. Parfois, c'est bien pendant un certain temps, mais ça ne l'est plus à d'autres moments. Donc, c'est toujours un petit peu à remettre en question, mais il faut accumuler un certain nombre d'expériences qui sont parfois pas concluantes pour les améliorer et avancer. Donc, c'est aussi l'échange les uns avec les autres. Voilà, c'est vrai qu'on est à la fois dans une discipline personnelle en essayant d'avancer chacun dans nos métiers, mais en même temps, je crois qu'on l'a dit aussi, on est dans un combat voilà, qu'on doit gagner tous ensemble. Donc voilà, l'enjeu, c'est de partager aussi nos connaissances. Franck ? Merci. Je vais faire la transition avec ce que disait Benoît sur l'aspect alternatif en fait, des solutions. Nous, c'est la base de la création d'Instead, qui en anglais signifie à la place de. Et nous, c'est vraiment ce point de départ. Et ça a commencé avec la matière, parce que finalement, l'orge, le premier constat, c'est que celui-ci se récolte d'année en année, parfois plusieurs fois selon les saisons, et qui nous permet, à la différence d'un arbre, qui a besoin d'un minimum de 5 à 10 ans avant d'être récolté pour être travaillé, de pouvoir apporter un aspect renouvelable, en plus d'être de seconde main par rapport à la collecte directement chez les brasseurs. Ensuite, ça part chez celui dont j'ai parlé tout à l'heure qui va sécher notre matière. Il était impensable de se dire qu'on allait simplement brancher un séchoir, un déshydrateur ou je ne sais quoi et en fait créer plus de problèmes par le séchage et fabriquer des nuages. C'est pour ça que vraiment ce point de départ, bien sûr, il a commencé avec un four entrouvert dans mon appartement, mais aujourd'hui, on sèche 25 tonnes de matière humide en moins de 2 heures avec du coup une solution qui n'utilise aucune électricité, mais la chaleur issue d'incinération de déchets ménagers de l'industrie qui est à côté. Et ensuite, ça se retrouve directement chez notre partenaire industriel qui est aujourd'hui basé dans l'Aveyron et qui fabrique en fait des pièces moulées en bois avec une quantité de liant qui dépasse les 7% dans ces pièces. Et aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, on est tombé à 2% grâce au sucre résiduel issu du brassage. C'est là que je vais introduire cette notion de moins pire. En fait, la réflexion aussi de l'éco-conception, c'est pas être parfait. C'est pas avoir la solution révolutionnaire. Parce que ça, je vais pas dire que ça n'existe pas parce qu'on y travaille tous pour y arriver. Mais en tout cas, si ça existait, déjà, ça serait dans toutes les assiettes aujourd'hui. Et cette réflexion-là, aujourd'hui, avec Morgan, avec Compoplume, avec d'autres acteurs, on est en train de discuter pour la regrouper autour d'un collectif qu'on va justement appeler Moins Pire et qui va permettre de regrouper les acteurs de la région nantaise autour de ces enjeux-là. Et je poursuis ma petite aventure sur le produit lui-même, une fois transformé, que nous, on a aussi conçu, comme disait Benoît tout à l'heure, sous un aspect réparable pour une prolongation de la durée de vie. Et un lien du coup avec l'utilisateur plus fort parce qu'il peut voir son objet traverser les années. Donc c'est continuer de penser autrement pour faire mieux ou moins pire du coup. Donc oui, avoir une culture, créer une culture autour de cette dimension qui est de s'intéresser à des matériaux, à des procédés qui vont toujours permettre de réduire l'impact. Est-ce qu'à un moment donné, on arrive à l'os, quoi, quand on réduit, et puis à un moment donné, on peut plus aller plus loin. Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes à ça, ou vous avez encore une marge d'exploration pour faire des réductions d'impact sur vos produits ? Est-ce que, Franck, est-ce que déjà tu sais que tu peux encore améliorer certaines choses ? On le sait, il faut le savoir. Dans toute configuration, je pense qu'on pourra toujours améliorer les choses. L'évolution des métiers, des technologies, des savoir-faire et des problèmes vont faire qu'on va devoir s'adapter à chaque enjeu qui vont nous arriver demain. On améliore constamment. On est justement en train d'améliorer et de changer littéralement de procédé. Quand vous comparerez le tabouret avec les échantillons que j'ai ramenés à côté, vous verrez qu'il ne s'agit pas de la même chose. On a des problématiques similaires avec Malakio sur les sujets de vernis. Aujourd'hui, il n'existe aucun vernis en extrait sec naturel.
Donc on a toujours cette contrainte de travailler avec des produits à l'eau, mais on a toujours un extrait sec pétro-sourcé. Donc on a des réflexions aujourd'hui qui évoluent avec aussi ce qu'on nous propose comme solution. Et je pense que les matériaux seront en constante évolution tant que l'industrie sera en pleine mutation. Et ce sera à nous d'être agiles, de porter une veille sur ce que les industries, et ce que les ingénieurs, et ce que ceux qui ont de l'argent apportent pour nous travailler dans ce sens-là. Benoît ? Alors, je pense que l'os, on l'atteint quand on se pose la question de faire ou ne pas faire, en fait. C'est-à-dire que fabriquer des meubles qui ne seront pas vendus, qui sont stockés dans un hangar au lieu de laisser des arbres pousser, c'est une vraie question. Donc, il faut combiner aussi la démarche marketing avec cette problématique. Il faut savoir produire à la demande autant que possible. Et voilà, quoi. Donc, c'est vraiment, est-ce que ça vaut le coup de faire, faut se poser cette question et souvent il est trop tard quand on se la pose, quoi. Voilà. Donc c'est perfectible, sans cesse on peut remettre. Peut-être Grégoire, sur les améliorations dans les entreprises, est-ce qu'il y a pour toi encore de la marge ? Ouais, largement. Non, il y a encore beaucoup de choses à faire. Ce que je disais au début, ça va dans le bon sens, mais on pourra toujours faire mieux, enfin en tout cas moins pire qu'avant. C'est sûr, les évolutions le permettent. Après, si on prend un peu de recul, et il y a 10 ans, tu disais, c'est une question qu'on ne se posait pas du tout. Déjà, on se pose beaucoup la question, c'est une bonne chose. Et après, en tant que designer, il faut savoir que, il doit y avoir pas mal de monde dans le design, je suppose. Vous avez un poids qui est important. Les récentes études, elles montrent que 80% de l'impact d'un produit, il se décide au moment du dessin, en fait. Donc, c'est vraiment hyper important ce moment-là. Donc, il faut se former. Et en gros, si on se pose la question à la fin, comme on disait, en fait, on va vite arriver à l'os parce que le produit est déjà dessiné et c'est comme ça et on peut plus faire autrement. Donc il y a 80% de l'impact qui se décide au moment du dessin et puis après on va jouer sur la réparabilité du produit, sur le transport, sur quelques éléments, mais c'est pas là que le gros de l'enjeu se jouera. Alors, sur ton score, là, tu vas de la lettre E jusqu'à la lettre A, A étant la meilleure, je pense. Aujourd'hui, est-ce que tu as dans tes clients des produits qui sont B ou A Ouais. Et s'il y avait une répartition, une ventilation, est-ce que tu peux nous dire un peu où certains sont Ouais, alors un point important, c'est pas notre score pour le coup, c'est une expérimentation dans le cadre de la mise en place de l'affichage environnemental. Donc c'est géré par le gouvernement globalement. Nous, on propose un modèle d'affichage, mais à la fin, l'objectif, c'est de guider le consommateur au mieux, et c'est de ne pas arriver sur la même chose que vous savez sur les ampoules, là, où tout le monde est A++, et du coup, on ne comprend rien. En gros, le point de base, c'est de se dire qu'il y a 20% des produits qui seront notés E, 20% des produits qui sont notés A. Donc, dans tous les cas, c'est une échelle qui est répartie équitablement, et les 20% des meilleurs produits sont notés A, et les 20% des moins bons produits sont notés E. Et comme on est pionnier, on bosse principalement avec des gens qui ont envie de bien faire les choses. Donc ceux qui l'utilisent et qui l'affichent comme c'est volontaire, c'est plutôt des gens qui ont A ou B plutôt que ceux qui se rendent compte qu'on D ou E, qui le gardent pour eux et qui travaillent sur leurs produits. Oui. Mais si en 2025, par contre, il va falloir l'expliquer quand même. Ouais, alors c'est entre 2025 et 2027, ça freine des cas de fer, donc on espère que ce sera plutôt 2025, mais ça arrive. D'accord. Et par contre, alors, tu disais que tu avais plusieurs paramètres, plusieurs critères quand on fait une éco-conception. On n'est pas sur on pourrait être sur un score unique, je pense, mais je ne sais pas si vous le faites aussi, c'est-à-dire de tout remettre en équivalence CO2. Est-ce qu'on peut passer, si on avait une seule unité, est-ce qu'un bon produit peut perdre la moitié de ses impacts ou je ne sais pas si je suis très clair dans ma démarche. Est-ce que quand tu fais une démarche d'optimisation, tu peux gagner beaucoup ou en fait tu y vas petit à petit voilà. Ouais, alors il y a deux éléments de réponse. Le premier sur le score unique, ça c'est un grand truc parce que du coup c'est compliqué à comprendre. Effectivement, on a un score unique derrière le AAE. En fait, globalement, on ramène tous les impacts, donc l'utilisation de l'eau, le CO2, etc., à la consommation moyenne d'un Européen, et du coup ça nous donne des points, donc on arrive à normaliser le score. Et après, quand on fait des démarches d'éco-conception dès le départ, avant le premier dessin,
on arrive effectivement toujours à obtenir des très bons résultats et une diminution d'impact importante qui est de l'ordre de entre 10 et 70% par rapport au score de départ, quoi. Si on ne s'était pas posé la question. Donc on arrive à... Donc y a vraiment... Ça dépend de l'industrie, ça dépend de... Oui, bien sûr, mais on ne gratte pas des 2%, on est vraiment dans des gaps et ça peut être très intéressant pour l'entreprise. Ok. Morgan, les améliorations que tu vois dans les mois qui viennent ou dans les 2 ou 3 années qui viennent? Alors, est-ce que c'est les améliorations que j'aimerais ou que je vois vraiment venir? Je ne sais pas. Pour la question surtout de est-ce qu'on arrive à l'os du sujet, je pense qu'on n'est même pas arrivé à la peau encore. Moi j'en fais des nuits blanches du fait qu'on a beau me dire c'est mieux que c'est moins pire que ce qui existe, c'est moins pire, c'est déjà bien, etc. C'est tellement pas suffisant par rapport au problème. Le problème effectivement, comme tu disais, il est plutôt dans la question, je trouve, de déjà est-ce que je le dessine ou est-ce que je le dessine pas? Est-ce que ça sert à quelque chose comme objet? Là on m'a demandé ce week-end, on m'a dit oui mais les pailles en carton apparemment c'est il y a des polluants éternels dedans. On me dit mais du coup toi en tant que designer quel type de paille il faudrait que tu dessines? Mais en fait une paille ça sert à rien, donc le mieux c'est que tu bois dans ton verre et là l'éco-conception elle est gagnée, quoi. C'est vite fait là. Là c'est réglé, au moins on supprime le projet, donc c'est plutôt le côté sobriété. Et après nous ce qu'on aimerait à terme c'est déjà remplacer les quelques pourcents de colle par une colle qui serait vraiment naturelle, mais c'est un travail sur lequel nous on ne peut pas travailler. C'est des laborantins qui travaillent dessus, c'est des ingénieurs, des chercheurs. Nous on peut les soutenir en prototypant très rapidement pour eux, en cherchant à transformer leur solution technique en valeur par le biais du design, mais on ne va pas en tous les cas aller créer nous-mêmes ce type d'objet. Après on essaye effectivement, comme sur ce graphisme, d'aller vraiment piocher à droite à gauche, donc c'est d'aller encore réduire la quantité de colle. Là on est sur des sujets pour essayer de remplacer la pierre qu'on utilise, qui du coup est extraite et qui est broyée sous forme de poudre, donc qui est minérale, qui n'est pas renouvelable, ou sur des milliers d'années, par de l'argile par exemple, qui elle va être du coup organique et qui va être renouvelable et qui est française, etc. Donc c'est vraiment, on essaye un peu, nous on a une image avec Hugo, c'est un peu brutal peut-être, mais c'est de mettre un coup de pied dans la fourmilière, et il y a plein de choses qui se passent et on essaye d'aller prendre dedans. On laisse tout ce qui s'est mal passé, on le met de côté, on le garde en tête, et tout ce qui s'est bien passé, on va essayer de le prendre déjà et de lui donner de la puissance. Mais en tous les cas, on est très loin de l'os, enfin vraiment très 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 loin. D'accord. Ok. Et donc, tu me gardes le micro et lorsqu'on a préparé cette séance, ma dernière question c'était bon, alors si demain, là, il y a des étudiants, il y a aussi des entreprises, mais s'il y a des étudiants qui veulent se lancer dans l'aventure, à peu près similaire à vous deux, Instead et Malakio, c'est quoi le conseil que tu donnerais de taper dans toutes les fourmilières Est-ce qu'il y a des choses que tu peux faire gagner du temps en des étapes où c'est pas la peine d'y aller, ça sert à rien? Je me rappelle plus de ce que je t'avais dit pendant la préparation. Tu m'avais dit en fait je suis pas encore j'ai pas encore beaucoup d'expérience pour donner des conseils, mais globalement il y a 2-3 trucs que je referai pas. Déjà effectivement c'est une question à laquelle j'ai un peu de mal. Je sors de l'école depuis 4 ans, donc donner des conseils à des étudiants ça me paraît un peu vite. Je pense que le premier conseil ce serait de rester un peu humble aussi face à ça, et peut-être de pas avoir les nuits blanches que moi j'ai pu avoir en se disant il faut une solution parfaite, de commencer par faire moins pire, de commencer par s'entourer des gens et de venir nous voir. Je pense que avec Franck on sera avec le collectif qu'on va mettre en place on sera ok aussi, c'est aussi fait pour ça justement, écouter les gens, essayer de voir. On n'a pas du tout la science infuse, on n'est pas du tout des super héros, mais par contre on pourra quand même échanger avec les personnes et puis voir répondre aux questions, etc. Donc c'est plutôt dans la discussion. Nous au départ on est resté beaucoup avec Hugo dans notre côté, un peu tout seul à Brest, on est resté dans notre atelier à essayer de trouver des solutions. Et en fait, c'est vraiment à partir du moment où on a commencé à discuter avec les gens autour que les choses ont pris de l'ampleur, de la vitesse, d'aller voir des experts dans les différents sujets. C'est plutôt ça, parler.
coopérer avec les gens qui ont des compétences pour vous aider à... Qui ont des compétences ou même qui les ont pas. Qu'ils n'ont pas, mais en questionnant, font avancer votre... Exactement, juste de parler avec les gens. Je discute souvent avec, je pense, des marques de mobilier justement qui sont encore à milieu de ces sujets-là. Et je trouve que même le fait de prendre la pleine conscience de leur ignorance du sujet, ça nous fait apprendre des choses. Ça nous permet aussi d'aller chercher des axes d'attaque pour aller, une fois de plus, mettre des coups de pied dans la fourmilière. Ouais. Mais c'est plus sur l'angle marketing. C'est ça. Grégoire, s'il y a un conseil à donner, tous se faire auditer sur Eco-Impact et avoir son label au mieux. Pourquoi pas. Non. Le premier conseil, peut-être juste en tant que citoyen, c'est informez-vous. Il y a plein de podcasts, il y a plein de bons livres, il y a plein de bons films. Enfin bref, informez-vous. Prenez votre temps de trajet dans le bus, dans la voiture, pour écouter des choses plus intéressantes que les grosses têtes, vraiment. C'est le point important. Et puis le deuxième, c'est formez-vous. Si vous êtes étudiant, soyez exigeant quand on vous parle d'éco-conception, que ça remonte aux oreilles de Jean-Luc, parce que c'est un enjeu qui est important, donc il faut qu'on vous donne la bonne formation sur ce point-là. Et ouais, formez-vous, informez-vous, quoi. je peux pas dire mieux. Ouais, mais merci. Benoît, moi j'ai pas tellement de conseils à donner. Je voudrais juste parce qu'il y a une étudiante qui vient juste d'être diplômée de chez vous. Oui. Il y en a un autre. Alors, c'est quoi les premiers conseils que tu as donnés à Douceline? Alors le premier conseil que j'ai donné à Douceline, on est très fiers de Douceline qui a eu son master la semaine dernière avec une très très bonne note, avec les félicitations du jury. Bravo. Donc voilà. Le premier conseil que je lui ai donné, je pense que c'était de mettre les mains un peu dans la matière quand même. C'est de sortir de son ordinateur et puis reprendre peut-être une visseuse et puis une scie sauteuse. Donc c'est ce qui se passe en fait chez nous. C'est-à-dire qu'on partage notre temps entre du temps de conception informatique, mais aussi du prototypage, énormément de prototypage. Voilà, en tout cas, moi je voudrais surtout témoigner du fait que c'est un métier passionnant. Il l'est d'autant plus avec les enjeux qu'on doit relever, avec la diversité des matériaux qu'on peut aborder aujourd'hui. Et puis voilà quoi. Donc aujourd'hui, on peut être créatif vraiment en faisant de l'éco-conception quoi. Donc c'est chouette. Franck, conseil? Je vais m'amuser à reprendre la métaphore de Morgan sur la fourmilière. Je pense que pour mettre un coup de pied dedans, il ne faut pas forcément savoir ce qu'est une fourmilière. Et c'est comme ça que pour ma part, j'ai démarré. Pour la petite anecdote, parce qu'il faut quand même la raconter, j'étais convaincu de ce que je voulais faire. Je voulais y aller. L'entrepreneuriat, pour moi, c'était complètement flou. J'ai créé mon entreprise, j'ai dû payer ma première facture. Et quand on m'avait dit qu'il fallait qu'on récupérait la TVA ou je sais pas trop quoi, j'ai payé ma facture sur la ligne hors taxe. Et le partenaire m'a dit, mais elle est où ma TVA? On m'a dit que je la récupère. Mais il faut déjà que tu la payes pour la récupérer. Et en fait, voilà, j'ai commencé à être entrepreneur sans savoir du tout ce que ça voulait dire, juste à aligner les lettres. Et en fait, tout ce qui est arrivé à moi par des erreurs, par des échecs, par des apprentissages, par de la culture aussi, ça a fait de moi aujourd'hui l'entrepreneur que je suis, qui est jeune entrepreneur et qui a encore énormément à apprendre et à rater pour apprendre. Et je pense qu'il y a un vrai truc aussi depuis le début, c'est pas forcément de tout le temps se prendre au sérieux et pas oublier de s'amuser. Parce que pour qu'on arrive chez Instead à dire qu'on ne transforme pas l'eau en vin mais la bière en meuble, c'est qu'à un moment donné, voilà, il y a des limites à se dire qu'on veut toujours tout faire correctement et se prendre au sérieux et vouloir sauver le monde. Il ne faut pas oublier de s'amuser aussi dans ce qu'on fait. Donc, écoute, on va suivre tes conseils. Voilà, je crois qu'on est à peu près dans le timing qu'on s'était fixé. Ouais, exactement. On a déroulé à peu près en 1 heure. Et je vais vous laisser la possibilité de poser vos questions. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Oui. Bonsoir. Le salon Maison et Objets vient de se terminer. Et quelles ont été un peu vos surprises, peut-être des enchantements? Voilà. Est-ce que vous avez vu des belles choses ou moins belles choses? Je peux vous parler. Alors, non, je veux bien en parler. Parce que
nous, on est une équipe d'une dizaine de personnes à Marseille. On est une jeune équipe, ça fait 2 ans. Tous, ce que disait Morgan, engagés globalement. Et tout le monde a entre 1 et 2 ans, 1 et 2 ans de boîte. On s'est dit, bon, allez, cette année, on les fait tous monter à Maison Objet pour qu'ils comprennent bien le secteur. Donc, on est monté que des 25-35 ans. Le soir, crise d'éco-anxiété. Ils se sont dit, mais c'est quoi ce délire? Tout le monde fait des stands, c'est des boutiques. Tout le monde importe du meuble. En fait, on est une goutte d'eau. Donc, en gros, mon retour, c'était grosse désillusion des équipes. Moi, j'en avais conscience. Donc, il y a encore à faire, mais des jeunes engagés, c'était un peu dur pour eux. J'aurais dû mieux les préparer, je pense. Vous êtes allé au salon Maison Objet, là? Alors non, moi j'y suis pas allé malheureusement cette session-là. C'est vrai que c'est des salons qu'on guette souvent à distance, mais comme il y a 2 sessions par an, on va pas forcément à chacune d'entre elles. Par contre, cette année, il y a eu une chose que j'ai vue à distance qui s'est passée et qui nous a conforté aussi dans l'idée de Moins Pire et du collectif, c'est qu'il y a d'autres collectifs qui se mettent en place pour rassembler ces initiatives. Celui-ci s'appelle LIFE, j'ai plus exactement l'acronyme, Low Impact Furniture. Quelque chose comme ça. Et donc du coup en fait ça nous a aussi conforté dans l'idée de Moins Pire, de ce collectif local qu'on voulait créer, et de se dire qu'en fait plus on est nombreux, plus on va être fort aussi sur ce sujet-là. Très bien, merci. Une autre question? Oui. Et pour le coup, la bonne nouvelle, c'est que le stand du collectif Live, il désemplissait pas. Ça, c'est plutôt bon. Bonsoir, moi j'avais une question du coup sur votre collectif tu viens juste d'évoquer qu'il y avait plusieurs collectifs qui se mettaient en place. Comment vous vous démarquez? Qu'est-ce que vous proposeriez via votre collectif? C'est une bien grande question, c'est pour ça qu'on se retrouve le 27 autour d'une bière bien évidemment pour remettre le couvert là-dessus, et que en fait aujourd'hui c'est une volonté. C'est une volonté commune, on est plusieurs à vouloir le faire. Et entre vouloir et le faire, il va y avoir de la discipline, parce qu'on a tous notre activité respective. Et je pense qu'à la différence des marques qui sont présentes dans le collectif parisien, c'est qu'on est moins nombreux. Et on est tous à avoir les mains dans le cambouis et qu'on a moins de temps à allouer à ça pour le moment. Mais il va falloir qu'on en fasse, qu'on en prenne du temps pour le faire. Parce que sincèrement, l'idée, c'est de rassembler, c'est de fédérer, c'est de sensibiliser, c'est d'avoir des actions sur des événements. Le premier qui me vient en tête, c'est Nantes Habitat Déco, des choses en local pour montrer aux gens en local qu'il y a des choses qui se font différemment écologiquement en local. Toujours avec ce trait de non sérieux avec Moins Pire. On sait très bien que c'est pas français, mais nous on l'est, quoi. Et ça, il y a pas mal de choses sur lesquelles jouer aussi avec ce collectif, où en fait on est tous des marques qui se prennent au fond au sérieux dans l'image qu'on renvoie, mais ce collectif ça doit être un truc fun où en fait on invite les gens à venir sourire avec nous autour de ce qu'est l'éco-responsabilité. Okay. Il faut être à l'ouest? Il faut être à l'ouest, il n'y a pas le choix. Non, et après c'est aussi partie d'une problématique qui est effectivement quand Nantes, c'est un terreau qui est ultra fertile en termes de design, et quand on en parle autour de nous, tout le monde a les mêmes problématiques, que ce soit des matériaux, du low-tech, de l'énergie. Enfin, on est vraiment, je pense, une communauté, on va dire, de designers à Nantes qui est engagée, qui est en tous les cas consciente, mais qui manque pour l'instant de ciment en fait. Et le premier des objectifs, ça va être vraiment effectivement de faire travailler les gens ensemble. Je pense que effectivement, moi je suis passé sur le stand de Life, il était blindé. Il y avait vraiment du monde tout le temps. Pourquoi? Parce qu'ils sont 5 acteurs qui travaillent ensemble déjà depuis longtemps, qui ont chacun leur notoriété. Et en fait, je sais que s'ils avaient fait, enfin je sais, donc je sais pas, je pense, que s'ils avaient fait chacun leur stand de leur côté, ça aurait été beaucoup moins puissant. Par contre, ils se réunissent, ils ont chacun leur communauté, et du coup, en fait, ça permet de prendre en puissance, et ils sont bien partis là sur leur petite réunion ensemble. Donc la coopération, c'est la clé. C'est une clé, c'est une force. Effectivement. Une autre question? Oui. Vous avez parlé un peu là sur l'idée qu'il y a beaucoup des nouveaux collectifs qui commencent, qui sont à une échelle locale, et c'est quelque chose qui vient beaucoup plus important dans le chaîne de l'alimentation, etc., avec de manger local, etc. Est-ce que vous croyez que ça c'est quelque chose dans le futur de le mode de mobilier en général, et en termes de l'utilisation de matières locales et aussi de fabrication et connaissances locales, et avec des acteurs plutôt locaux, et ça va peut-être réduire énormément le marché pour chacun des
les différents producteurs, mais je ne sais pas si c'est quelque chose que vous croyez un peu dans la possibilité de le futur ou si c'est quelque chose qui est intéressant ou moins. Alors, oui, je pense qu'on est dans cette dynamique-là, c'est-à-dire qu'on on accentue, on essaie de favoriser les uns et les autres l'accessibilité aux matériaux, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus capable de produire des matériaux sur place. Je vois ici mes collègues, enfin nos collègues là-bas qui ne se sont pas exprimés, mais qui fabriquent aussi des matériaux à partir des déchets localement. Donc voilà, ça c'est la première chose. Les matériaux sont disponibles. Il faut maintenant former les gens, en fait, faire connaître ces matériaux, former les gens en fait à leur utilisation. Nous chez Magnanime, on a un projet qui va certainement voir le jour dans les années qui viennent, c'est d'ouvrir en fait des magasins de matériaux pour rendre les matériaux plus disponibles, donc une petite enseigne de bricolage, voilà ce qu'on imagine. Une autre question? Non? Bien, bah écoutez, on va conclure. Donc moi, ce que je retiens, en fait, c'est que la démarche d'éco-conception, c'est une démarche d'innovation, et qu'a priori, cette démarche d'innovation, elle commence à porter de la valeur du point de vue de l'acheteur, enfin le prescripteur ou le client. Ça, à ses yeux, ça a de la valeur, cette forme d'innovation, et qu'en même temps, pour l'entreprise, ça lui donne aussi une sorte de relation différente avec son client, c'est-à-dire une confiance, une clarté dans ce qu'il doit faire, parce que c'est exigeant d'une certaine manière. Vous devez être aussi toujours exemplaire à rechercher une amélioration, parce que j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver aussi sur votre marché avec des propositions intéressantes. Donc ça veut dire qu'il faut constamment être en recherche, et en même temps il faut coopérer a priori pour avancer, parce qu'il n'y a pas forcément des solutions toutes prêtes sur les étagères pour y arriver. Et que effectivement la dimension locale là, est aussi un facteur important pour trouver ses partenaires, pour trouver aussi éventuellement son client, et puis d'avoir un système qui permet de médiatiser pour rendre lisible l'offre qu'on a sur le marché. Donc c'est devenu vraiment un domaine qui se développe et qui prend un intérêt sur le marché, quoi. Donc je pense que c'est porteur. Voilà, donc merci à vous quatre, et puis si vous voulez continuer à échanger de manière informelle, eh bien vous y êtes invités, et je vous souhaite de passer une bonne soirée. Et merci à vous tous pour votre présence.